devenant largement importatrice, la Bretagne a développé le négoce. Il faut savoir que Pinmar, par exemple, était le premier port d'Europe pour le négoce du vin au XVIe siècle. Et au XXe siècle, je vais faire un grand saut en avant, l'importation massive de vin d'Algérie est arrivée en Bretagne, région non productrice, donc les négociants se sont dit, tiens, c'est une bonne cible. Et ça a eu pour effet de faire évoluer le goût des Bretons vers des vins assez alcoolisés, disons, et plutôt goulayants, qui descendent assez facilement, pas trop tanniques. Et les Bretons ont fini par battre des records de consommation jusqu'à la fin des années 70. Et il faut savoir qu'au niveau du négoce, c'était aussi des Bretons qui tenaient le négoce des vins d'Algérie dans le port de Sète. Ici, à Quimper, il y a quelque chose d'assez important, c'est le port du Corniguel, donc, qui accueillait les pinardiers, qui redistribuait ensuite le contenu des bateaux vers les grands négociants. J'ai eu l'occasion d'interviewer, c'est dans le bouquin, un dénommé Robert Joncourt, qui est un douarneniste, qui était le dernier capitaine de Pinardier, donc à avoir ramené du vin jusqu'au port du Corniguel. Et il raconte des choses assez extraordinaires. Par exemple, que les marins bretons, depuis le Moyen Âge, avaient droit de brevets à bord des bateaux. Donc avaient le droit en gros de consommer tous leurs sous, tout ce qu'ils voulaient à l'aller comme au retour. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Robert, ça a duré jusqu'à quand ce droit pour les marins bretons? Et il me dit, il réfléchit longtemps, tout ça, et puis il me donne une date très précise, il me dit 1982. C'est quand même assez extraordinaire. Petite anecdote peut-être, il m'a raconté que il y avait un marin bigoudin à bord qui buvait beaucoup sur la cargaison et qu'il était obligé de le débarquer en face de Pinmar pour pas que le patron Nader, le redoutable Nader, le voie bourré, quoi. Et que à l'entrée, ah oui, à l'entrée de l'Odé, il y avait une fontaine qui s'appelait Gwyn. Et en fait, il refaisait le plein des cuves avec l'eau de la fontaine avant d'arriver à Quimper. Bon, après, c'était très peu d'eau par rapport à la quantité de vin, hein. Donc, les marchands de vin, petit à petit, dans nos villes et nos villages, sont devenus des notables, au même titre que les curés, les médecins ou les instituteurs. Un petit mot sur l'alcoolisme quand même, puisqu'on parle d'une boisson alcoolisée. Dans la thèse de Thierry Fillot, Les Bretons et l'alcool, la Bretagne apparaît comme la région la moins alcoolisée d'Europe en 1850 et la plus alcoolisée en 1920. Que s'est-il passé entre-temps? La répression de l'ivresse publique, l'augmentation des taxes dans les cabarets, les habitudes prises à la guerre, évidemment, à la guerre de 14, ont conduit les gens à consommer chez eux. Et l'alcoolisation, qui était autrefois liée au pardon, aux fêtes, aux noces, aux corvées agricoles et tout ça, elle est devenue quotidienne et domestique. Un chiffre, dans les années 30, le Finistère compte jusqu'à un café pour 35 habitants, record mondial sans doute. Tout le monde le sait, mais voilà, les veuves de guerre, de la guerre de 14, ont eu le droit d'ouvrir des cafés, d'avoir des licences 4. Donc le vin a pris peu à peu la place du cidre dans les campagnes, mais avec quand même quelques degrés de plus. J'ai eu l'occasion d'interviewer des gens qui étaient chefs d'entreprise à l'époque dans le bâtiment et ils m'ont raconté que, avec un air désolé, qu'il n'était pas rare de voir des ouvriers avaler 7 litres à 12 degrés par jour. À ce régime-là, beaucoup sont morts avant 50 ans. Voilà. Donc à partir de la fin des années 70, la Bretagne va perdre progressivement le leadership de la consommation d'alcool et de vin.
Et le vin ne sera plus consommé dans les mêmes proportions, concurrencé notamment par la bière. On se souvient peut-être de la fête du vin naturel organisée par le docteur Guy Carreau, qui incitait dans les années 70 les Bretons à développer une culture du bien boire. Peu à peu, le Gros Rouge a laissé place à des crus de meilleure qualité. Avec la culture de l'œnologie qui se développe, la viticulture et l'œnologie s'affirment de plus en plus comme des phénomènes culturels. Le vin, qui était considéré autrefois comme un aliment de base, devient presque une œuvre d'art. Le prestige qui entoure sa consommation, les aspects symboliques, le miracle technique de sa fabrication et sa conservation expliquent en grande partie le fait que des gens aujourd'hui, un peu partout en Bretagne, se rêvent vignerons. Eh bien, déjà, quand on a fait ce bouquin, Le vin des Bretons, on a évoqué ces pionniers qui avaient l'ambition de relancer la viticulture en Bretagne et en Basse-Bretagne. Quelque temps après la sortie du livre, j'ai reçu un coup de fil d'un dénommé Pierre Guigui. Je vais vous montrer sa tête un peu, parce qu'il a une bonne tête. Le voilà, avec moi là. Avec ses rouflaquettes. Donc le Pierre Guigui en question est œnologue. Il était alors dégustateur pour le magazine Goemio. Et il se trouve qu'il a des attaches en Centre-Bretagne. Donc il m'a dit, bah, écoute, c'est intéressant tous ces gens qui essayent de faire du vin en Bretagne, pourquoi on ne montrait pas une association pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, tant qu'à faire du vin, autant qu'il soit bon. Il dit, bah oui, pourquoi pas, on verra bien. Et donc la première assemblée générale constitutive de l'association qui s'appelait à l'époque Association pour le renouveau du vin breton, elle a lieu en 2006 dans un petit village près de Callac qui s'appelle Duhot. Donc tout près de la petite maison de campagne de Pierre Guigui. Alors on est juste une poignée d'allumés à l'époque, chacun amène ses flacons, on goûte, faut reconnaître que c'est pas très fameux en général, mais il y a quelques flacons qui sortent du lot, dont ceux de Jean Dognaud, un militaire en retraite, qui habite au Quilliot, près de Loudéac, dans une zone qui est quand même plus réputée pour les élevages de cochons que pour ses coteaux ensoleillés. Alors Jean Dognaud, je vais vous montrer sa tête aussi. Hein. Le voilà, en train de faire visiter ses vignes. Et lui, il a commencé à planter en 1992. Alors au début, on a assez peu d'écho à nos travaux. Les journalistes locaux nous prennent pour de doudingues. Mais leurs modestes articles attirent tout de même l'attention de l'administration. Parce que voilà que les douanes intiment à Jean Dognaud l'obligation d'arracher ses vignes et d'envoyer le produit de sa récolte à la distillation. Alors, on ne peut pas rester insensible à ça. Et voilà qu'on lance un appel aux médias pour sauver le soldat Dognaud. Donc les télévisions, les radios, le machin. Et du coup, ça fait parler de nous. Et on commence, c'est le premier coup médiatique un peu. Les journalistes découvrent avec effarement qu'en France, il est interdit de faire du vin en dehors des départements considérés comme viticoles, donc par l'administration. Et les départements de la Bretagne administrative ne sont pas des départements considérés comme viticoles. Donc nous sommes tous dans l'illégalité. Tous les gens qui participent à cette association sont dans l'illégalité. Avec notre battage médiatique, en 2010, les douanes écrivent à Jean Dognaud et lui disent qu'au vu de son grand âge et de l'antériorité de sa plantation, finalement, ils le laisseront tranquille. Voilà, donc on comprend un peu que bon, ils vont pas forcément nous embêter. Ils n'ont pas envie de faire du bruit autour de ça.
L'Europe intime à la France depuis longtemps déjà de se mettre en conformité avec le droit européen, donc de ne pas interdire de planter dans n'importe quel département. Le dernier ultimatum, c'est pour 2012, mais le lobby viticole continue à se battre pour empêcher ça. Ils ont peur qu'il y ait une surproduction, ils ont déjà du mal à vendre leurs pinards. Et en fait, finalement, en 2016, le 1er janvier 2016, la France accepte de libéraliser en partie les droits de plantation, 8000 hectares par an. Et ça ouvre ainsi donc une voie légale à la viticulture bretonne. Le lobby viticole s'est battu jusqu'au bout. Lors d'un débat au Sénat, 2 sénateurs nous ont accusés de vouloir inonder le marché français, texto, en produisant du vin comme les Bretons savent le faire pour les choux-fleurs, les artichauts, le cochon. Voilà, donc bon an mal an, l'association s'est étoffée. À chaque nouvelle assemblée générale, les gens arrivent avec des flacons. On a pu constater que la qualité n'a fait que s'améliorer, des choses vraiment très bonnes. Et lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu à l'Opérette, on était 200, mais parce qu'à cause de la pandémie, on a été obligé de limiter à 200, sinon on aurait été très très nombreux, donc ça a pris une importance assez considérable. Et notre association est devenue association pour la reconnaissance des vins bretons, parce que effectivement, il y a des gens qui font déjà du vin en Loire-Atlantique et tout ça, donc on voulait aussi inclure la Loire-Atlantique dans cette affaire. Donc on a pu mesurer le chemin parcouru. Au départ, c'était vraiment quelque chose d'utopique et c'est vraiment devenu une réalité. Je vais vous montrer un peu quelques cartes. Donc ça, c'est les vignes associatives. Donc je sais pas quoi, en rose ou en orange, c'est celles qui sont en exploitation, en vert, celles qui sont en projet. Alors, au début de notre association, on avait surtout affaire à des vignes associatives. Aujourd'hui, on a plus affaire à des vignes privées ou à des vignes professionnelles, comme on va pouvoir le voir. Alors, je voudrais remercier pour ces cartes notre secrétaire, le secrétaire de la RVB, Rémi Ferrand, qui est un militant depuis le début des Coteaux du Braden à Quimper, donc qui est une vigne qui fait quand même référence, qui est une vigne associative. Voilà, Rémi, qui est un bourguignon au départ, donc qui sait de quoi il parle. Voilà, alors vous voyez, vignes associatives, il n'y en a pas énormément. Mais alors quand on passe aux vignes privées, déjà on en voit beaucoup plus. Et encore, ces cartes datent de octobre 2020, donc de l'Assemblée générale. Depuis, alors les vignes associatives, il y en a 4 en projet, 3 en exploitation, seulement sur le Finistère, hein. Les vignes privées, il y en a aujourd'hui 11 en projet, 12 en exploitation. Et vous allez voir les vignes professionnelles. Alors les vignes professionnelles, il y en a 13 en projet et 3 en exploitation. Sur le département du Finistère. Le département du Finistère, de manière assez étonnante, est relativement moteur. Alors vous voyez qu'il y a même un projet à Lafeuillé, donc dans les Monts d'Arrée, où l'ensoleillement peut paraître un peu déficitaire, mais le sous-sol est très intéressant puisque schisteux, et on sait que la vigne a un rapport avec le schiste qui est très très favorable. Alors, la plupart des projets professionnels qui vont se lancer sont des projets en polyactivité. Ce sont des gens qui font soit du maraîchage, de l'élevage, et pour qui la viticulture est un apport, au moins dans un premier temps, et après, si ça marche, ils vont peut-être le développer. C'est le cas d'Édouard Casals à Saint-Jouan-les-Guérets, à côté de Saint-Malo. Lui, non, c'est pas son cas justement. Lui, il est vraiment uniquement en viticulture.
Si on fait un bilan là, sur l'ensemble de la Bretagne, les petites vignes associatives et privées sont aujourd'hui près de 200. Il y a plus de 70 projets professionnels en cours. Sur les cartes, on ne trouvera pas tous les vignobles existants car tous ne sont pas adhérents à la RVB ou il y en a certains qu'on n'a pas repérés. Euh, Par exemple, moi j'étais en balade le mois dernier du côté de Lannion et je suis allé voir quelqu'un qui venait de planter 800 pieds de gros lots pour faire du vin rouge dans un site magnifique et voilà, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas repéré et je pense qu'il y en a plein comme ça. Et en plus, depuis octobre 2020, donc l'époque où ont été faites ces cartes, les nouveaux projets n'ont pas cessé de se multiplier. Donc ça veut dire que légalement, tout à fait légalement, on pourra bientôt acheter des vins estampillés bretons dans le commerce. Il faudra trouver des noms, parce qu'on n'aura pas le droit de mettre vin breton sur les étiquettes pour l'instant, puisque dans les dénominations, il y a les AOC, les IGP, indications géographiques de production, et autrement les vins de France, quoi, hein. Les gens qui répondent pas à ces trucs-là, ils sont classés vins de France. Nous retrouvons nationalisés. Mais bon, on pourra peut-être trouver des noms quand même pour... et c'est vrai que on peut s'en réjouir, puisque moi je peux vous dire que les flacons qu'on a dégustés lors de la dernière Assemblée Générale, c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment des choses magnifiques, surtout en blanc, mais aussi quelques vins rouges. Alors, est-ce qu'on verra un jour éclore une IGP bretonne? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Certains vignerons militent pour la création d'une IGP avec un vin blanc effervescent qui pourrait servir de locomotive à la production bretonne. D'autres sont réticents. Les champenois les techniciens champenois qu'on a invités pour nous aider là-dessus disent qu'on a un vrai truc, quoi, pour un vin effervescent. Bon, à voir. Après, il y a cette question du rapport avec la Loire-Atlantique qui n'est pas simple à résoudre parce que les viticulteurs de Loire-Atlantique sont très intéressés par cette question de vin breton, parce que ça les permettrait de sortir un peu du carcan Pays de la Loire et d'aller sur le marché du tourisme en Bretagne. Il y a quand même 12 millions de touristes qui viennent, donc c'est un marché très juteux. Et donc, il y a un petit conflit parce qu'avec les vignerons qui sont dans d'autres départements bretons, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Voilà. Alors lui, c'est Édouard Casals, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est lui totalement en viticulture, sur les bords de la Rance, près de Saint-Malo, et qui sera sans doute le premier à commercialiser du vin breton, nouvelle vague, là, peut-être fin 2021, en tout cas en 2022. Alors du blanc effervescent, donc je vous parlais tout à l'heure, et puis du gros lot rouge. Donc son vignoble est situé en bord de Rance, comme celui que je vous avais montré en tout début, celui du Mont Garreau. Et c'est très intéressant puisque dans les écrits d'un géographe et navigateur arabe qui s'appelle Al-Idrissi, au XIe siècle, on trouve mention, donc il dit, je remonte, il parle de la Rance, je remonte cette rivière et je vois des coteaux couverts de vignes des deux côtés, au XIe siècle. La légende raconte aussi que sur le mont Garreau, le futur Saint Suliac, donc l'ermite Suliac qui habitait là, cultivait de la vigne et qu'il en avait marre de voir les cochons traversaient la Rance, qui était à l'époque beaucoup moins large, parce qu'il n'y avait pas le barrage de la Rance. Donc les cochons venaient de Rigourden, donc d'en face, traversaient la Rance et venaient manger son raisin. Donc pour se venger, il les a transformés en pierre.
Donc c'est une légende, mais ça montre quand même la présence de la vigne dans le secteur. Alors pour revenir un peu là-dessus, l'aspect juridique s'est donc avéré déterminant pour l'émergence d'une viticulture bretonne avec la libéralisation partielle des droits de plantation en 2016. Mais évidemment, le facteur climatique n'est pas à négliger. Au sein de la RVB, on travaille très étroitement avec Valérie Bonardo et Hervé Quénol, qui sont chercheurs à l'université de Rennes 2, climatologues et spécialistes de la vigne. Et ils ont mené une étude. D'abord, ils ont placé des capteurs dans tous les nouveaux vignobles en Bretagne pour faire une étude très, très large sur l'évolution climatique. Et ils ont déjà commencé avec les stations météorologiques de Dinan et de Quimper. Et ils ont réussi à démontrer qu'aujourd'hui, en Bretagne, les indices sont extrêmement favorables à la viticulture. L'indice de Huglin, qui est quelque chose qui prend en compte l'ensoleillement, l'hygrométrie, le moment du fleurissement, le climat qu'il fait au moment où la vigne fleurit, le climat qu'il fait au moment où le raisin mûrit, etc., équivaut à celui de l'Anjou en 1950. Donc l'Anjou qui est quand même une vieille région viticole. Par exemple, aujourd'hui, en Bretagne, on peut faire mûrir de la Syrah, qui est vraiment un cépage du très très sud. Alors évidemment, cette évolution n'a pas échappé à des investisseurs, notamment du Bordelais, qui sont confrontés chez eux à une hausse des températures qui fait que les vendanges ont lieu de plus en plus tôt, avec des vins très très alcoolisés et qui manquent d'acidité, donc avec des difficultés pour se conserver et pour vieillir. Alors ils achètent des terres en Angleterre, ils achètent des terres un peu partout, et pourquoi pas en Bretagne. Donc on voit se pointer des gens qui vont voir les mairies, qui posent des questions ici ou là. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un projet à Belle-Île-en-Mer qui a défrayé la chronique les derniers temps. C'est un projet qui est mené par un grand financier, puisque c'est la 18e fortune française. Et puis il y a une opposition sur Belle-Île qui s'est créée. Alors est-ce que c'est des riches qui s'opposent à un plus riche parce qu'ils sont jaloux? Je ne sais pas. Moi je me méfie toujours des gens qui ont une défense, des gens qui ont des résidences secondaires et qui s'opposent à toute exploitation agricole. Parfois avec raison, mais parfois aussi c'est voilà parce qu'ils veulent, ils considèrent un peu la Bretagne comme leur jardin, un lieu de loisirs. Bon, on verra. Moi, je connais pas assez bien le dossier pour me prononcer, mais je me méfie. L'enjeu climatique, c'est pas le seul enjeu environnemental. Euh, le climat breton, quand même, il y a des périodes de grande humidité, etc., qui peuvent favoriser les maladies comme l'oïdium et le mildiou. Alors, la plupart de ces jeunes vignerons sont plutôt attachés à des cépages nobles, ce qu'on appelle les cépages nobles, ceux euh, qui ont fait la gloire des crus français. C'est aussi parce qu'ils ont été formés autour de ça, où ils ont travaillé, la plupart d'entre eux, dans des maisons qui utilisent ces cépages nobles. Mais aujourd'hui, la viticulture française utilise une quantité de pesticides, une quantité de traitements absolument hallucinante, hein. Je crois que c'est 11% de la surface agricole cultivée en France et 45% des traitements. Euh, alors, il y a une alternative à ça qui est les hybrides ou les interspécifiques. Je ne m'étendrai pas sur la différence entre les deux, mais qui sont des cépages résistants, qui sont réputés comme ayant une moins bonne qualité gustative, mais à voir, hein, parce que un cépage, il s'adapte aussi à son terroir, à son sous-sol, etc. Et ce sont des cépages qui demandent peu de traitement, voire pas du tout, qui ne chopent pas les maladies. Alors, comment va évoluer euh, le, le,
le vignoble breton, évidemment, l'identité du vin breton ou des vins bretons reste à inventer. Pour l'instant, on a une variété de cépages absolument incroyable. Il y a aussi des gens qui font des essais de cépages, qui en plantent une trentaine pour voir quel va être le meilleur. Donc on est au début un peu de l'expérimentation de ça. Aujourd'hui, on a plutôt des vins que je dirais fruités, des vins gais, comme on dit, plutôt que des vins de garde, et plutôt du blanc que du rouge, mais reste à voir. Il y a aussi un coup à jouer, puisqu'on voit aujourd'hui que le degré alcoolique de la production est en extension permanente. On arrive à des vins maintenant. Ça commence à devenir difficile de trouver des trucs qui font moins de 13 degrés. Donc il y a peut-être un coup à jouer aussi en Bretagne pour des vins un peu plus légers, comme ça se faisait autrefois, et qui sont très agréables à boire, notamment en été. J'ai eu l'occasion, notamment les derniers temps, j'étais sur un chantier de plantation de vignes sur l'île de Groix et on a bu du gros lot à 9 degrés 5 qui était vraiment très agréable à boire et qu'on peut boire du coup sans être assommé. Donc ça c'est intéressant. Et puis la question reste posée donc par rapport au cépage, qu'est-ce qu'on choisit il y a aussi la question des cépages locaux. Parce que quand on se balade en Bretagne, certains spécialistes de la vigne repèrent des treilles devant des maisons en disant mais ça c'est quoi je ne connais pas ce cépage. Il y a probablement, enfin même on est sûr, ici et là, des restes à choux d'une ancienne viticulture. Voilà, donc il y aurait tout un travail de collectage à faire et d'analyse. Bon, ça coûte un peu cher, il faudrait peut-être que la région subventionne un peu pour qu'on puisse analyser les cépages. Mais par exemple, une anecdote, quand je parlais tout à l'heure de... Ah ben, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, ici, la photo que je vous montrais tout à l'heure, donc ça c'est le Mont Garot, donc c'est un vignoble sublime, hyper bien exposé, avec la Rance derrière et l'ancien camp viking au ras de la flotte, là. Eh bien là, un jour, quelqu'un a trouvé dans un talus une lambrusque, donc une vigne sauvage qui grimpait dans un arbre, et ils ont eu l'idée de l'envoyer à analyser à Montpellier. Où ils ont dit, eh ben, cépage inconnu, mais ils ont fait une analyse sommaire. Ils n'ont pas encore lancé une analyse ADN parce que ça coûtait un peu cher. Et puis un jour, du côté de Cognac, des collectionneurs de vieux cépages ont trouvé quelque chose d'équivalent qu'ils ont aussi envoyé à Montpellier. Alors du coup, là-bas, ils se sont dit, bon, alors ça vaut le coup, on fait une analyse ADN. Et ils ont trouvé donc l'origine de ce cépage, dont la maman est le merlot, le papa, je ne vous dirai pas, je ne sais pas. Et malheureusement, du coup, ils l'ont appelée Petite Madeleine Noire des Charentes. Alors que la première découverte a été faite en Bretagne, mais sans doute que pour les pontes du Pinard, donner un nom breton à un cépage était quelque chose de trop incongru. Voilà, donc à travers cette histoire ancienne que j'ai fouillée, cette utopie qui est devenue réalité, ces aventures humaines que ces gens passionnants que j'ai pu rencontrer, les perspectives d'avenir qu'il y a, les enjeux environnementaux derrière, tous les ingrédients m'ont paru réunis pour un film documentaire. Donc je me suis lancé dans un film qui s'appellera Vendange en utopie. On a commencé à tourner, donc je vous disais, sur l'île de Groix, une plantation de 7000 pieds de feuilles blanches, dans un site magnifique sur un sol schisteux très prometteur. Donc les personnages centraux du film vont être Mathieu Le Sceau et Noémie Valélian, qui sont installés à Groix et qui ont un gros projet de viticole. Voilà, ils ont planté de la folle blanche aussi, qui est une variété assez productive, celle qui produit le gros plan dans le pays nantais, par exemple.
pour pouvoir avoir un vin aussi à un prix relativement abordable, parce que comme dit Mathieu Le Sceau, sinon les Groisillons vont me fusiller si je vends du vin trop cher et qui est destiné qu'aux bourgeois. Et dernière nouvelle, donc reçue il n'y a pas longtemps, après divers contacts, le lycée agricole de Kerplouz à Vannes a décidé de lancer des formations viticulture. Donc une formation viticulture-œnologie pour des gens qui voudraient s'installer en exploitation viticole, et puis aussi une formation pour des employés, des ouvriers en viticulture. Voilà, donc ça devient très sérieux puisque la filière professionnelle se met en place, y compris au niveau formation. Oui, ah bah tiens, j'avais justement une photo du tournage, quand on est allé filmer la plantation de 7000 pieds de fol blanche. Donc vous voyez les pieds là qui sont entourés de cire rouge avec les racines nues, et puis derrière les trous faits à la tarière pour planter les vignes. Voilà. Bah, je vous remercie.